reprendre l'enregistrement. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau cycle de conférences. Aujourd'hui avec Claire Debert, il est seulement 13 heures, on va attendre encore quelques minutes que les personnes se connectent. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà mettre dans le chat votre profession, si on se connaît, si on ne s'est jamais encore rencontré. Donc voilà, et je vais patienter quelques instants. Il est seulement 13 heures, donc je pense qu'on va avoir encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Maïwen. On attend encore quelques instants que les personnes arrivent. Il est 13h01, donc on va attendre encore une minute ou deux avant de démarrer. Oui, ça marche. Merci. Sibylle qui est là pour la première fois aussi. Ouais. Très bien, on est ravis de t'accueillir. Attends, j'ai un message d'un participant. Je viens d'essayer de me connecter il y a 5 minutes. Du coup, j'ai fait la demande d'invitation. J'attends le lien pour me connecter. Ah bon? Ben voilà. C'est qui? Morgane Joubert. Ben non. C'est trop tôt? Ben non, on est toutes connectées, puis je fais rentrer des personnes au fur et à mesure. Donc normalement, c'est bon, hein. J'ai envoyé le lien à tout le monde hier soir. Je lui dis normalement, tu as le lien. Tu l'avais? Tu l'avais dans ta liste, Lucie? Alors, un instant, il faut que je vérifie à qui. Sinon, tu veux que je le renvoie? Morgane? Ouais, c'est un homme. Non, je ne l'ai pas. Ah. Faut bien que tu l'invites ou que tu lui renvoies. Ouais, parce que je ne l'ai pas. Ok. Et dans une minute, on va démarrer. Ok. Il y a une autre personne qui arrive. Et Du coup, on est combien là? nous sommes 7. Et certaines personnes vont certainement se connecter au fur et à mesure. En tout cas, re-bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences qu'on anime donc chaque mois.
où j'accueille chaque mois un expert ou une experte du monde du design pour nous partager sa vision. Et aujourd'hui, on reçoit donc Claire Debert. Merci Claire d'avoir accepté cette invitation. Merci. Claire, tu es donc directrice des partenariats et du développement au sein de l'école Strat Design, mais également auteure du livre Remarque-moi. Remarquez-moi, c'est bien ça. Remarque-moi. Remarque-moi, voilà. Génial. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la marque, du récit et du design. C'est bien cela? Ouais, c'est bien cela. Ok, alors je te laisse la parole. Et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, hein, et puis je les poserai oralement à Claire qui y répondra. Voilà, on y va. Ok, merci Lucie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le sujet, effectivement, j'avais envie d'aborder plutôt sous forme d'un récit, d'une trajectoire personnelle, professionnelle, par et pour le design. Puisque moi, je suis arrivée dans le design après 25 ans de vie professionnelle, notamment dans les études Cali, le marketing, la communication et en tant que directrice de la marque d'un grand groupe du CAC 40 qui s'appelle Veolia. Et en 2018, j'ai eu le sentiment que la marque, finalement, était peut-être pas assez dans un questionnement autour de son expérience, autour de la qualité de la relation qu'elle tisse avec ses publics, à l'heure où justement ces publics sont de plus en plus dans une forme de défiance vis-à-vis des marques en général. Et il m'a semblé que le designer était peut-être quelqu'un, le designer industriel, pas simplement le designer graphique, qui accompagne évidemment la question de la marque dans sa identité visuelle, mais le designer industriel qui produit des services, des objets, des expériences, était peut-être quelqu'un qui pouvait aider en fait à travailler mieux cette relation entre la marque et ses publics. Et comment finalement on pouvait peut-être réunir des choses qui étaient relativement éclatées dans les organisations entre le design industriel, le marketing, la com, etc. Du coup, je suis allée à l'ENSI et effectivement, je me suis intéressée au design parce que la force pour moi du designer, c'est d'être un concepteur de relations en fait, entre un objet et un utilisateur. C'est de tangibiliser des idées par la conception de services, de produits, d'espaces, etc. Et que ce travail d'incarnation de la marque, il pouvait en tout cas contribuer à faire un travail d'incarnation de la marque. Ce travail d'incarnation, il passe aussi des fois par des artefacts, des dispositifs intermédiaires, qui sont des dispositifs de médiation finalement. Et c'est ce que j'ai fait à l'ENSI, c'est-à-dire que j'ai en fait créé un livre qui était ni un essai, enfin qui était un mémoire de recherche, et qui était ni un essai ni une fiction, mais les deux à la fois, et qui était une espèce de prototype narratif sonore, qui du coup a eu la chance d'être publié ensuite, mais ce n'est pas du tout prévu au départ. Moi, j'étais vraiment focus sur un mémoire de recherche. J'ai fait cet objet hybride en me décentrant finalement. Et je pense que c'est ça aussi la création. C'est ce que racontait dans une interview il n'y a pas longtemps Paul Smith, styliste. Il disait la création, en fait, c'est pas emprunter la voie évidente, c'est tout tracer, c'est s'aventurer à gauche, à droite, c'est développer une pensée latérale. Et en fait, j'adore cette notion de pensée latérale parce que je trouve que c'est très représentatif de ce que fait un designer qui déplace du coup un champ, un référentiel dans un autre. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, sans vraiment totalement m'en rendre compte au départ. J'avais une trentaine d'entretiens, donc super classiques, auprès de marketeurs et designers, pour essayer de trouver les points de convergence entre l'identité et l'articulation de la marque. Et en fait, j'ai essayé de dépasser cette matière première en la transformant et en créant des archétypes qui sont devenus des personnages dans un récit. Et ces personnages ont illustré ma problématique sur le fond. Ça a permis aussi de rendre cette problématique beaucoup plus ludique, intéressante, accessible en fait, puisque la marque était personnifiée, la question de la marque était personnifiée par un personnage qui se posait 40 000 questions, comme les marques aujourd'hui chahutées par le regard critique des consommateurs. Et donc tout ça a permis de construire quelque chose de ludique, d'accessible, de vivant. Et je trouve que c'est ça aussi le design, c'est rendre accessible les choses. Alors, finalement, au-delà de la joie de se bousculer, de penser différemment, parce que moi, j'avais une pensée de consultant, j'avais une pensée très rationnelle, très démonstrative, très linéaire. Et finalement, faire ce travail, ça m'a complètement aussi sorti de ce que j'avais l'habitude de faire. Et j'ai découvert, du coup, plusieurs choses au travers de ce récit, et qui n'est pas sans connexion avec le design. C'est ça que les deux m'intéressent. Si le récit est puissant, d'abord, c'est parce qu'on est tous des êtres de récit.
en fait. Et ça, c'est ce que dit un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Il dit que la notion de récit, en fait, elle est constitutive de l'être humain, qu'on a tous besoin, et on est en nécessité, ne serait-ce que pour parler de notre petite enfance, de reconstituer des récits, pour pouvoir justement parler de choses qu'on a vécues il y a très longtemps, mais qui sont loin. Et donc, en racontant notre vie, en fait, on se raconte nous-mêmes et on donne à voir quelque chose qui est peut-être des fois bien plus ressemblant, une anecdote, qu'un portrait classique. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est la force de la fiction pour faire circuler des idées. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction, elle démontre pas, elle montre. La fiction, elle ne t'explique pas les choses, elle t'embarque, elle t'immerge dans un monde, dans des mondes. Et finalement, en construisant ces personnages, qui eux-mêmes étaient dans des logiques de divergence, de confrontation, de point de vue, eh bien, ça a donné à voir quelque chose de beaucoup plus finalement engageant, parce qu'on ne me prenait pas par la main démontrer quelque chose, on me laissait en fait libre de voir ce que je pouvais penser de tout ça au travers de ces personnages, comment je pouvais m'identifier, etc. Donc en fait, le récit, ce qui est important, c'est le fait de mettre l'expérience au cœur des choses, et on le sait bien quand on lit des romans, etc., comme en fait les expériences de personnages renvoient à nos expériences et comment du coup ça crée une forme d'universalité et de l'engagement. La troisième chose que j'ai découverte, c'est que finalement, le design et la fiction sont obsédés par la même chose, c'est-à-dire la question de l'expérience. Tout à fait. Et le design a ceci en commun qu'il ne démontre pas, il ne cherche pas à démontrer la pertinence de son objet, mais qu'il le montre, qu'il l'incarne. On ne verra jamais un designer dire voilà ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et on peut montrer la pertinence. Il va tout de suite rentrer dans sa conception de services, de produits, etc. Et quand on travaille avec nos étudiants à Strat, c'est souvent ce qu'on leur dit aussi. Arrête de me demander de te croire, montre-moi. En fait, montre-moi les choses. Fais-moi rentrer dans ton scénario, etc. etc. Fais-nous ressentir, en fait. Et donc, cette capacité, en fait, à mettre l'utilisateur en situation, c'est un peu ce qui se passe aussi avec le récit. Le récit, effectivement, ne va pas caractériser un personnage, il va effectivement confronter un personnage à une situation, et on va piger ce qu'est ce personnage grâce à cette situation. Je bois un peu d'eau, pardon. Vas-y, prends ton temps. Et donc, si on continue à filer la métaphore cinématographique, je trouve que le designer, sa force, c'est d'être une espèce de metteur en scène des usages, finalement. Il scénarise des espaces, des objets, des services et des relations entre les individus. Finalement, le designer ne fait pas vraiment des expériences. Il travaille plutôt les conditions d'une expérience. Et ce n'est pas la même chose. Il rend l'expérience possible. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant avec un designer, c'est qu'il va effectivement laisser en fait l'individu faire sa propre expérience et lui, il va travailler les conditions d'émergence de cette expérience. Et de ce point de vue-là, il est plus un story maker, je trouve, qu'un storyteller. Et d'ailleurs, il se méfie, à juste titre, parfois du storytelling. Du coup, pour moi, il m'a semblé évident qu'il fallait que je rentre dans cette question de l'expérience, parce que l'expérience, c'est quand même l'horizon tangible de la promesse de marque. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de marque en vrai. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de relation, il y a au mieux un nom, une notoriété, un storytelling, mais en tout cas, il n'y a pas d'expérience vécue. Et donc, du coup, le sujet qui était de se dire, est-ce que le designer est mon meilleur ami pour finalement trouver ce point de convergence entre identité et expérience vécue, pour sortir du concept du storytelling et pour être réellement dans des moments de vérité importants qui permettent de créer de l'alignement. Évidemment, tout ça, et de la cohérence. C'est le sujet de la marque, c'est la cohérence. C'est d'aligner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et bien, en fait, ce chemin-là, il n'a pas été si simple que ça à faire, et je suis toujours en chemin par rapport à ça, et c'est ça l'intérêt aussi de cet échange d'aujourd'hui. C'est qu'il y a, en fait, je me suis rendu compte, au travers aussi de ce terrain d'études, de ce mémoire devenu un livre, qu'il y avait beaucoup de freins qui tiennent à des écoles de pensée, qui tiennent au fait que le marketing ne pense pas comme le designer, qu'il n'y ait pas des mêmes écoles, des mêmes référentiels, et que le designer, à la rigueur, il cherche souvent à être agnostique, à s'affranchir, en fait, des valeurs de l'entreprise, etc. Il va rentrer dans un questionnement sur les usages,
sur l'expérience, sur le moment vécu. Il y a un autre frein au-delà des freins culturels de formation d'école de pensée, c'est le frein des organisations. C'est que souvent les organisations sont effectivement assez silotées et qu'on a déjà beaucoup à faire pour créer des expériences clients omnicanales entre le physique et le digital, que du coup se reposer aussi la question de comment j'injecte des valeurs de marque dans l'expérience. La marque étant souvent pilotée par la com, et bien effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément aujourd'hui tant que ça traitées à ma connaissance. Et pourtant, si on arrivait à injecter des valeurs de marque dans les expériences, on créerait non seulement de la confiance, qui est un peu le b.a.-ba de ce que fait le digital, hein, c'est assurer à minima les fonctionnalités de l'expérience, la réactivité, le délai, l'accès à l'offre, etc. Mais on créerait, me semble-t-il, aussi de l'attachement, de la fidélisation. En fait. Donc pour moi, c'est vraiment… La préférence. Comment? De la préférence. De la préférence, exactement. Alors finalement, comment on peut fabriquer un récit de marque plus sensible, en fait, plus organique, plus expérientiel pour le faire vivre, pour le faire ressentir, etc. Au-delà du prototype narratif que j'ai fait, effectivement, posait en fait la problématique qui a permis de la rendre audible, etc. C'est un objectif super ambitieux, super vaste. On ne peut pas le résoudre comme ça. Je pense qu'on peut l'attaquer par petits morceaux sur des terrains définis. Et ces marches méthodologiques, c'est quoi? C'est d'abord que, pour moi, la première marche est d'abord d'avoir cette idée, en fait, que je trouve intéressante, qui est le récit de la marque. C'est un peu comme une trame, un tissu, en fait, dont les mailles vont se renforcer, vont se resserrer au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les dispositifs d'expérience. La deuxième chose, c'est cette capacité à regarder la marque comme une personne. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est en fait ce que j'ai joué sans vraiment le conscientiser avec mon prototype narratif, mais qui pourrait aussi être un parti pris méthodologique. Parce que finalement, quand on regarde la marque du point de vue de la personne, comme quelque chose de vivant, etc., ben, on a envie de se dire naturellement, effectivement, quel type de relation elle a avec ses clients, qu'est-ce qu'elle me propose comme service, comment elle me parle, avec quel comportement, quelles attitudes, etc. Et donc, finalement, on se retrouve assez vite dans une logique de point de contact et donc de capacité à tisser des relations sur différents points de contact avec un utilisateur. Et donc, du coup, cette expérience globale que la marque pourrait attraper, c'est ce qu'on appelle la UX, hein, la User Experience, à ne pas confondre avec l'UI. Avec l'UI. Ouais. Et souvent, justement, il y a souvent une confusion entre les deux. Lorsqu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on confond l'un et l'autre, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Exactement. Et donc, la UX, c'est l'interface, hein, c'est donc faire des apps, faire des sites web, etc. La UX, c'est une capacité à embrasser, à mapper toute l'expérience utilisateur, et pas simplement pour l'individu et le client, mais aussi avant qu'il soit client, pendant qu'il est client et après qu'il soit client. Et finalement, la user experience, c'est la conception d'une expérience positive, globale et cohérente, sur tous les points de contact. C'est ça l'ambition. Et empathique, oui, bien sûr. Oui, et empathique. Avec du coup une dimension fonctionnelle et une dimension émotionnelle qui est vraiment désirable et qui crée évidemment de l'attachement, etc. À partir de là, l'enjeu de la grande expérience, c'est de pouvoir infiltrer, en fait, de pouvoir encoder ces points de contact avec des valeurs, avec des partis pris qui vont résonner avec la vision de la marque, son positionnement, dont on a toujours besoin, évidemment. Il ne s'agit pas de plus avoir ce chapeau stratégique qui est hyper important pour créer un cap, un territoire, etc. Mais c'est ce qu'on appelle des UX marqueurs. C'est-à-dire, en fait, ces UX marqueurs, ils vont être finalement la manière dont on voudrait qualifier le ressenti de la personne au moment de ses expériences. Et cette manière de les qualifier, ça va aussi évidemment résonner, et ça doit résonner avec le territoire de marque qu'on aura défini en amont, avec la vision, la mission, etc. Et ça viendra compléter tout ce qui est drivé par le marketing et la com, le bouche à oreille, la pub, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais à mon avis, à mon sens, c'est dans ces moments d'espace physique
que se joue la vérité concrète. Et on a tout souvenir d'une marque tout d'un coup, et on va devenir fidèle à cette marque parce qu'il s'est joué un truc super important avec un vendeur dans l'expérience des produits et des services. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument fait. Et pour illustrer cette cohérence et cette convergence, il y a une marque qu'on a tous en tête, c'est Patagonia. Évidemment, parce que Patagonia, d'abord Patagonia s'est assis sur une mission qui était effectivement de contribuer à fournir un matériel voilà, affinitaire avec la nature, respectueux de la nature, donc c'est au cœur de sa mission. On se souvient tous de la pub qu'elle avait faite au moment du Black Friday pour dire « Don't buy this jacket », qui était une manière effectivement de dire « Je fais passer l'intérêt du consommateur et de la planète avant mon intérêt à moi, mercantile de marque ». J'avais trouvé ça aussi très intéressant. Et puis surtout, au-delà de la communication, parce que c'est moi mon sujet aujourd'hui avec le design, c'est qu'aux États-Unis circulent, ça j'ai trouvé ça assez génial, des camions Patagonia, qui sont des camions où on va réparer, où on a des machines à coudre, on va rentrer dans le camion. Et puis, dans les magasins, toujours aux US, il y a des corners de seconde main. On va pouvoir acheter des produits Patagonia déjà utilisés. Et puis, Patagonia s'est saisi aussi de l'espace public en investissant des cafés activistes. On va pouvoir s'engager en faveur de la nature sur telle et telle action. Donc, j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant, ce travail d'alignement. Il y a une marque à laquelle je pense en termes d'alignement parce qu'on les a côtoyés à Strat, c'est Stellantis. Stellantis, ils ont 14 marques, donc c'est un grand groupe. Ils ont un Open Lab Design avec voilà, des personnes qui contribuent aussi à Strat en tant qu'enseignants, en tant qu'animateurs, d'ateliers, etc. Et en discutant avec eux, on a effectivement pointé le fait qu'il y avait tout un travail qu'ils font où se croisent les designers d'interaction, les designers de produits, les designers de matière et style pour pouvoir finalement tangibiliser, illustrer des adjectifs propres à la marque dans son territoire, etc. Et pouvoir voilà, faire en sorte que si Citroën présente la notion de famille, de convivialité, de partage, et ben le cockpit de ma voiture ne va surtout pas ressembler à celui de la DS qui, elle, va être sur des valeurs de luxe à la française, etc. Et donc, on va faire en sorte que l'individu, dans sa conduite, dans son expérience sensorielle, et les sens sont super importants, effectivement, dans la notion d'expérience, pour ressentir des choses différentes, suivant, effectivement, ce que raconte la marque. Et donc, ce chemin-là, il est aussi super intéressant, je trouve. Et il n'est pas non plus sans difficulté, parce qu'évidemment, ça passe par transversaliser des métiers, des pratiques, travailler en workshop, se mettre autour de la table pour pouvoir derrière générer ce travail ensemble de qualification des UX marqueurs. Et finalement, ce que je trouve assez chouette, c'est quand même que les deux cherchent à se rejoindre, c'est-à-dire les gens qui vont travailler sur la promesse de marque, qui vont derrière essayer de la faire descendre sur tous les points de contact, et puis les designers qui vont rentrer plutôt par design produit, mais qui, parce qu'il y aura des logiques de workshop, de travail ensemble, etc., vont pouvoir aussi tangibiliser, en fait, sur tous les points de contact. Voilà. Et on voit aussi qu'on est dans un chemin qui est hyper long, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez Stellantis, c'est notamment le fait que c'est d'abord les designers effectivement, qui travaillent sur le cockpit, donc sur l'interface digitale, et les designers produits qui vont faire en sorte de se parler au mieux, et les designers matière et style. Mais tout ce qui se passe pour la concession, tout ce qui se passe avec le vendeur, qui va être gravé aussi par le marketing, plus spécifiquement par le marketing, il n'est pas encore, enfin, en tout cas, il est plus difficilement embarqué. Alors même que le point de contact de la relation vendeur-produit sur la concession, il est absolument clé. Donc, on voit bien comment, en fait, tout ça, ça exige, en fait, de la transversalisation entre les métiers du design eux-mêmes, entre le digital et le physique, entre le marketing et le design, etc. Et donc, pour finir, moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver finalement à piloter la question de l'expérience au sein des entreprises par
le prisme du client par le prisme de l'utilisateur final. Et en fait, aujourd'hui, on a des organisations qui travaillent sur l'expérience en silo, où ils cherchent à transversaliser, mais qui travaillent quand même plutôt en se confrontant à des silos. Et donc, si on fait rentrer la question de tout ce qu'on a tous en commun, c'est-à-dire l'utilisateur final, le client, je pense que là, effectivement, on peut commencer à créer des logiques de transversalisation entre directions. Et pour moi, l'enjeu, c'est que finalement, toutes les directions, que ce soit à l'innovation, au marketing, à la com, au design, se sentent contributrices d'un bout de l'expérience, en fait, d'un bout de l'expérience qui va être vécue par l'utilisateur. Et donc, pour faire ça, je pense qu'effectivement, la direction du design est super bien positionnée parce que finalement, le designer, il a à cœur d'avoir une vision centrée utilisateur. C'est l'essence de son expertise. Hein. Et puis, en même temps, il s'est toujours construit dans l'interdisciplinarité, le designer. Il est à la croisée des sciences sociales, de l'ingénierie, de la technologie, des arts. Donc, il a une dimension pluridisciplinaire qui est finalement inhérente à son expertise. Et ça, c'est un atout pour travailler ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et à partir de l'intelligence collective, c'est-à-dire être capable d'avoir une vision systémique, capable de réunir des parties prenantes différentes autour de la table avec cette vision centrée sur les utilisateurs. Donc, il me semble du coup que le designer a vraiment une carte à jouer à condition, il la joue déjà de toute façon, mais à condition effectivement d'arriver à remonter aussi sur la stratégie, sur la vision stratégique. Et quelquefois, on a tendance à positionner le design davantage sur la base, en tout cas en France, sur l'outil, sur l'exécution. Et c'est dommage parce qu'en fait, je pense qu'il est vraiment complètement légitime et à même d'impulser cette vision par le haut. En conclusion, je dirais que finalement, récit et design sont chacun à leur manière des outils de transformation du réel, super intéressants à combiner dans le champ des marques, évidemment, mais aussi, il me semble, dans le champ de l'innovation de rupture, les films de vision, où on va effectivement projeter des imaginaires et raconter des nouveaux usages, c'est bien aussi par le biais du design, et ce sera renforcé par la question du récit. Et puis un deuxième champ aussi, qui est le champ des ressources humaines, le champ d'expérience collaborateur, qui a tout à gagner aussi à travailler la question de l'expérience, la question de l'alignement, de ce que raconte une marque employeur, et de la manière dont elle onboard ses nouveaux collaborateurs, ce que vivent ses collaborateurs, etc. Et je trouve que finalement, dans ce monde en pleine transformation, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de design pour repenser les usages, notamment à l'aune de la transformation écologique qui doit s'opérer dans les entreprises. Et on n'a jamais eu autant besoin d'affection en fait, pour arriver à rendre ces imaginaires d'une société plus sobre, plus frugale, pas simplement contraint, voire punitif, mais désirable. Et ça, c'est aussi, je pense, la question du récit, pour pouvoir justement arriver à faire ça. Et on le voit bien aujourd'hui, même dans le champ politique, à quel point on dit qu'il n'y a plus de récit, il n'y a plus de grand récit. Cette transformation écologique, on l'attend, mais aujourd'hui, on la voit uniquement comme une sorte de contrainte, de renoncement, et pas comme quelque chose qui générait du positif, qui générait finalement de nouvelles responsabilités, un nouveau sens, en fait, pour chacun, un nouveau contrat social. Voilà, donc voilà un petit peu le prisme, en fait, et le chemin par lequel je suis passée. D'accord. Pour articuler récit, design et expérience. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Est-ce que certains, non, je crois qu'on est entre femmes aujourd'hui, est-ce que certaines d'entre vous auraient des questions à poser dans le chat? C'est vraiment le moment de poser des questions à Claire sur tout ce qui est marque, récit, storytelling, storymaking. Si vous vous posez des questions par rapport même à votre propre marque entreprise, hein, si vous êtes entrepreneur, comment la raconter. Je pense que Claire sera ravie de répondre. J'ai une main levée, alors je ne sais pas qui est-ce. C'est
Noémie. Noémie. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. J'ai malheureusement loupé le tout début. Mais ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Je travaille dans une agence de design sur lequel voilà, on se retrouve vraiment à développer ces approches-là avec nos clients, donc ça me parle. Et je me demandais du coup si j'avais loupé au tout début parce que j'ai entendu parler d'un prototype, mais comme je l'ai pas vu ou j'ai pas exactement compris de quoi il s'agissait. Et voilà, je m'excuse parce que c'est. Alors, c'est pas encore un prototype sur l'expérience de marque. Ça, j'attends d'avoir le projet pour le faire. En fait, je parlais du prototype narratif que j'ai construit pour questionner en fait cette articulation, pour questionner le fait que le designer industriel et le marketeur communicant ne se parlaient peut-être pas suffisamment. Il fallait peut-être qu'ils trouvent des points de convergence. Comment? Et du coup, j'ai conçu un prototype narratif graphique, sonore, littéraire, qui en fait déplace le questionnement finalement d'experts, de consultants dans le champ de la fiction pour incarner par le personnage ces questionnements. Et donc, rendre finalement du coup, la question à l'image de ce que fait un designer, plus sensible, plus accessible, plus expérientielle, plus parlante, plus vivante, plus ludique. Voilà. Ok. La réponse exhaustive est dans le livre. Ça marche, merci beaucoup. Le livre, on peut le trouver n'importe où à la FNAC ou essentiellement sur Amazon On peut le trouver en lien, en fait, sur l'éditeur, c'est l'Harmattan. D'accord. Donc, en fait, on le trouve en fait sur le catalogue en ligne de l'Harmattan et puis on le trouve effectivement n'importe où sur toutes les plateformes en ligne, FNAC, etc. D'accord. Je vais partager le lien que je viens de trouver. Super. Voilà. Pour les personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin, voilà, vous avez le lien juste là dans le chat. Auriez-vous d'autres questions? Merci Noémie. Est-ce que c'est le moment? Si vous souhaitez vous partager un point de vue, peut-être aussi. N'hésitez pas. Moi, je serais intéressée pour savoir aussi effectivement comment certaines agences s'emparent du sujet aujourd'hui, pour rebondir sur l'intervention de Noémie. Ah oui. Oui, vas-y Claire, c'est juste qu'on a une question que je n'avais pas vue. Merci de l'avoir signalée, Sybille. Mais vas-y, je te laisse poursuivre et on prendra la question juste après. Oui, je disais que j'étais aussi intéressée par les rebonds possibles de l'agence dans laquelle intervient Noémie. Ah Thomas, ouais, c'est une agence que j'ai postulée il y a 20 ans. Très, très loin. Ouais, quand je cherchais un stage. Oui, c'est une agence qui a un historique, hein. On est là depuis longtemps, effectivement. Et vous êtes pionnier de l'UX, hein. Vous aviez commencé à faire pas mal d'UX à l'époque où on n'en parlait pas trop, en fait. Donc, je me souviens très bien. Tout à fait. Les bornes Navigo, je crois que c'est vous d'ailleurs, il me semble. Oui, absolument. Ça fait partie des réalisations qui sont passées dans le domaine vraiment du grand public et des usages multi-quotidiens. On les emploie effectivement matin et soir pour certains, donc oui. Alors, Catherine, je pose ma question dans le chat. Faites-vous des restitutions? Et si oui, comment faites-vous vos restitutions? Pardon? Est-ce que tu fais des restitutions? Alors, peut-être qu'il faudrait préciser la question. Qu'est-ce que tu entends, Catherine, par restitution? Restitution de... Si tu es là, tu peux même prendre le micro. Catherine? Alors, il semblerait qu'elle se soit absentée. Je ne sais pas ce qu'elle entend par restitution et dans quel contexte, en fait. Donc, oui, faudrait préciser. Il faudrait préciser, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires que vous aimeriez ajouter? Sybille, je me demandais si votre livre était un livre de méthodologie. Je suis très intéressée par les exercices que l'on peut mettre en place pour travailler autour de la narration des entreprises. Voilà.
Non, le livre, c'est pas un livre de méthodologie, ça a été un livre finalement de démonstration de l'intérêt de faire du récit un moyen, en fait, un outil pour appréhender une problématique qui sinon serait restée traitée d'une manière beaucoup plus experte. Et donc, oui, c'est un point de vue. Donc le livre, effectivement, c'est un point de vue. Le livre, c'est une manière de poser en fait une problématique autrement en la déplaçant du champ de consulting dans un champ qui est celui de la fiction et de montrer le pouvoir, la puissance de la fiction finalement pour résoudre des choses qui a priori ne la concernent pas au sens où ce sont des sujets d'experts qui vont être traités sous forme d'essais, sous forme de démonstration classique, etc. Et finalement, en les traitant sous forme de fiction, on les rend beaucoup plus accessibles parce que, à condition évidemment que la forme ne soit pas juste un exercice de style, mais comme dans tout bon design, illustre le fond et soit au service du fond. Et c'est ce qui s'est passé dans ce livre, c'est-à-dire que le fait d'incarner finalement la crise de confiance des marques dans le consommateur par une jeune égérie d'une grande marque de luxe qui elle-même se pose plein de questions sur sa vie personnelle, sur le sens de son travail, etc. Ça a été une manière finalement de dépasser dans un champ qui parle à tout le monde un questionnement qui en fait était plutôt un questionnement de niche ou d'expert. Super. Alors, Catherine est revenue, elle nous précisait donc sa question. Elle parle bien des restitutions de votre travail de récit et de la construction des travaux de récit. Voilà. Donc là, je répète la question initiale, c'est est-ce que tu fais clair des restitutions et comment tu les fais? Mais des restitutions dans quel cadre en fait? Je suis pas sûre de bien. Travaux de récit. Donc je suppose peut-être pour des marques. Est-ce que tu proposes des récits de marques? Enfin, des récits aux marques? Enfin, en tout cas, j'ose entendre la question de cette manière. D'accord. Si c'est pas cette question-là et qu'on n'a rien compris, n'hésite pas à reformuler. Non, aujourd'hui. Je ne vais pas répondre à la bonne question. Aujourd'hui, je ne propose pas des récits de marque parce que c'est justement pas ce que j'ai envie de faire en fait. Ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler sur la question de l'expérience de la marque et de l'articulation entre récit et marque. Donc finalement, le récit de marque, c'est un peu ma vie d'avant. Ouais. C'est un peu ma vie d'avant. Au sein de Strat, du coup, comment tu intègres, parce que tu es donc directrice des partenariats et du développement, comment tu intègres cette dimension de marque, justement? Aujourd'hui, je suis d'abord, moi, sur la question de… En fait, ce n'est pas une question que je traite au quotidien à Strat, parce que je suis d'abord, effectivement, sur la question de développer le design et la démarche du design dans les entreprises au sens large. Donc, la question de la marque, ce n'est pas ma première question. Et aujourd'hui, il faudrait qu'une entreprise vienne me poser cette question, que je puisse la traiter avec des étudiants ou alors en formation. Par exemple, cette question, on l'a traitée en formation continue sous forme d'un atelier avec différents experts, dont des personnes de Stellantis, sur la manière dont on pouvait finalement clarifier des notions, faire comprendre ce que c'est que l'UX, ce que c'est que l'UI, ce que c'est que la marque, etc. Ce que c'est que la marque et ce que c'est que le marketing, parce qu'il y a aussi une confusion souvent entre branding et marketing. Oui, complètement. Et effectivement, tu as raison, j'avais aussi inscrit dans l'atelier quelqu'un du marketing, qui travaille aussi avec les étudiants sur la dimension marketing de leur projet, qui est très centré de développement produit. Ça n'a rien à voir avec le branding. Donc aujourd'hui, moi, je traite ça sous forme effectivement de formation, d'atelier, et j'adorerais demain avoir un cas d'expérience plus complet en fait, qui permette du coup de réellement engager la démarche de manière plus exhaustive et plus expérimentale. Donc rendez-vous, voilà, quand effectivement on aura prototypé une démarche. Mais mon sujet aujourd'hui à Strat, je ne suis pas enseignante, donc le sujet il n'est pas forcément réfléchi d'ailleurs, hein, ça peut être un sujet d'amener effectivement la question de l'expérience de marque dans des cours de branding à l'interface des cours de branding et des cours de design d'expérience. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire demain. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais je trouve ça hyper intéressant d'y réfléchir avec l'équipe. Voilà. Mais donc, mon sujet aujourd'hui, il est quand même d'abord d'évangéliser les entreprises par le design sur des sujets plus classiques, en fait, d'exploration, du futur de l'expérience 2, etc. Et donc, la question de la marque, on ne la traite pas forcément.
D'accord, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Claire a répondu. C'était une autre vie de faire des restitutions auprès des clients, des entreprises. Par exemple, des équipes marketing. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou même Claire, est-ce que tu as des annonces à faire? Je ne sais pas, quelque chose à Non, se quitter. si ce n'est effectivement l'intérêt de pouvoir converger sur des méthodes, sur des retours d'expérience. Moi, je serais ravie de prolonger par des échanges qu'on peut attraper de toutes les manières, par le biais du consulting, par le biais de Strat, ouverte à toute proposition, interrogation pourrait enrichir ce chemin en fait, que je construis progressivement. Super, génial. Parfait. Alors, si vous n'avez... J'étais trop rapide en fait. C'était peut-être un peu rapide, mais c'était intéressant et c'est tout ce qui compte. C'est pas forcément que on dure 1 heure ou 1h15. Voilà, 40 minutes, 45 minutes, c'est très bien aussi. Enfin voilà, le tout, c'est de transmettre des choses qui puissent éclairer. C'est toujours dans ce sens-là qu'on fait les conférences et c'est l'objectif et il a été atteint. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes aussi d'avoir été là. Merci à vos questions et on se retrouvera certainement à la rentrée en septembre. Si vous avez des personnes à nous recommander, vous m'écrivez. Je vais remettre mon adresse mail dans le chat. Si vous avez des profils que vous aimeriez voir participer au cycle des conférences, je favorise les profils experts au design, pas nécessairement des hommes, des femmes, il peut aussi y avoir des hommes. Le tout, c'est d'avoir envie de partager un point de vue et d'avoir une vision assez pointue de quelque chose. Voilà. Et donc là, on recrute pour l'automne. Donc, à bon entendeur, n'hésitez pas à m'écrire. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube, je pense. Après ça, ça ne dépend pas de moi, mais prochainement. Donc, restez tuned, stay tuned. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi. Et je vous remercie. À bientôt. Merci Lucie, merci à tous. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir.